Bonjour à tous, bienvenue sur TV Liberté pour ce nouveau numéro de Politique et Économie en ma compagnie aujourd'hui, Idriss Aberkane. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Idriss Aberkane, je vais commencer par faire une courte présentation. Idriss Aberkane, vous avez 34 ans, vous êtes titulaire de 3 doctorats, vous êtes passé par Polytechnique, Normal Sup. Vous êtes conférencier sur l'économie de la connaissance et les neurosciences. Vous êtes également officier de marine, l'auteur d'un best-seller, Libérez votre cerveau, éditorialiste au journal Le Point et contributeur dans la nouvelle revue de Michel Onfray, Front Populaire. On aura l'occasion d'en reparler au cours de cet entretien. Question d'ordre général, on va commencer par ça, Idriss Aberkane. Pour vous situer auprès de nos téléspectateurs, vous vous définissez vous-même, Idriss Aberkane, comme un souverainiste. Alors, comment ça vous est venu? Est-ce que vous le vivez bien? Oui, et je le vis très bien, et je le vis en fait d'autant mieux que j'ai été amené par ma profession à travailler assez souvent en Suisse, et j'ai vu ce que c'était qu'un pays totalement souverain. Je l'ai vu dans d'autres pays, notamment l'Islande, qui est un très beau cas alors que c'est un tout petit pays en termes de population. Et ça n'a pas été un grand écart psychologique ou politique en ce qui me concerne, puisque je suis issu d'une famille gaulliste, de tradition gaulliste profondément ancrée chez nous. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez logique. Alors justement, Idriss, vous vous êtes beaucoup exprimé ces derniers temps sur la notion de souveraineté. Est-ce qu'une nation comme la France, membre de l'Union européenne, peut-elle toujours être vue comme une démocratie? Bah, malheureusement, on a vraiment vu que là, la réponse à cette question ne souffrait plus aucune ambiguïté. On aurait pu en débattre avant 2005, mais à partir de 2005, quand on a vraiment forcé les Français à voter une seconde fois, on a observé un glissement irréversible vers un mépris de la manifestation de la souveraineté populaire. Je me souviens donc justement, une des leçons que j'ai acquises en Suisse, ils font des référendats tout le temps. Ils sont tout le temps en train d'avoir des votes référendaires. Certains disent trop, mais après tout, c'est le peuple qui décide. Ils en ont fait sur tous les sujets. Ça peut aller du véganisme au minaret, en passant par les frontières, l'éducation, etc. Ils votent, ils votent, ils votent. Et je pense que c'est d'ailleurs la solution politique universelle, voter plus souvent. Et quand un référendum a lieu en Suisse, eh bien les médias titrent «Le souverain a parlé». C'est simple. C'est constitutionnel normalement en France, mais la Constitution française n'a pas de dents pour permettre au peuple de mordre quand on refuse sa souveraineté. Elle la déclare, effectivement, c'est un bon principe, mais elle ne lui donne pas de dents pour se manifester légalement, légitimement, quand on n'a pas respecté son vote. Et On a ça, eu cette on a eu des accumulation. référendums Idriss Aberkane en France, mais le dernier, je crois, remonte à une quinzaine d'années. Et oui, et ils sont de toute façon convoqués. C'est tout de même incroyable. Enfin, je veux dire, la France est le véhicule des Français. Bon, elle a un chauffeur. Très bien, c'est pas mal d'avoir un chauffeur. Les Français n'ont pas forcément vocation à s'occuper d'absolument tout, et c'est très très bien qu'ils délèguent la gestion de leur véhicule à des gens qui puissent être compétents. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais j'ai pas de problème à ce que les Français délèguent une partie de la gestion de leur véhicule. Ça peut même être très bien si c'est bien fait. Mais c'est tout de même pas au chauffeur de me demander ma permission quand je dois tourner à droite ou à gauche. Je veux dire, ce n'est pas à lui de me dire alors là, je vais vous donner le droit de choisir votre destination. Alors attention, vous avez 10 minutes là, puis vous allez pouvoir choisir votre destination. Tout le reste du temps, c'est moi qui déciderai. Non, absolument pas. Le chauffeur est l'employé du propriétaire du véhicule et c'est tout. Donc le président, l'exécutif est l'employé du peuple. Et c'est tout. Il n'a absolument pas à avoir la seule initiative de l'expression d'un référendum, de la tenue d'un référendum. C'est le peuple qui doit décider quand un référendum se tient. Mais évidemment, le quorum en France pour le RIC est beaucoup trop grand. Il a été conçu pour ça. Et on a vu que le RIC, dans sa dimension actuelle, on l'appelle d'ailleurs le RIP, si je ne me trompe pas, le référendum d'initiative populaire en droit français, n'a pas de dents. On l'a vu avec Aéroport de Paris, qui était une privatisation odieuse et auquel le peuple était opposé, mais dans laquelle il n'a pas pu s'exprimer.
Ces derniers temps, Idriss Aberkan, on a souvent entendu le président Macron invoquer une certaine souveraineté européenne. Est-ce que patriotisme et souveraineté européenne sont des notions conciliables? Bon, je crois vraiment que non. J'ai vu que certains hommes politiques l'évoquaient. Il y a eu une réunion souverainiste que je salue, à laquelle Nicolas Dupont-Aignan avait pris part. Je crois que sa position était, selon ces termes, sortir Bruxelles de l'Europe. Je crois que c'était aussi un terme qu'avait évoqué, peut-être même qu'il a emprunté à Charles Gave, qui parlait à l'époque d'un Bruxit. C'était des choses, effectivement, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour Charles Gave, hein, qui est un très très grand contributeur à l'idée de souveraineté en France. Mais on aurait peut-être pu évoquer effectivement une souveraineté compatible avec une Union européenne si on avait systématiquement eu des gens comme De Gaulle aux manettes. Si on avait systématiquement eu des très grands leaders capables, à la fois charismatiques et capables donc de jouer la politique de la chaise vide ou d'être ferme, à la fois ferme et charismatique, oui, la France, puissance nucléaire, qui a une des meilleures marines au monde, qui a la première zone économique exclusive au monde, aurait pu effectivement, en affirmant sa souveraineté, s'emparer en quelque sorte du leadership européen. Et ça aurait été La certainement. Cinquième République n'est détaillée que pour le général de Gaulle, que c'est une veste un petit peu trop grande pour ses successeurs. Alors, vous m'ôtez les mots de la bouche. Effectivement, De Gaulle, le général a vraiment fait cette Cinquième République pour lui. Et quiconque a essayé d'endosser le costume a effectivement, vous avez parfaitement raison, trouvé un costume trop grand. Mitterrand s'en est servi pour cacher certaines de ses affaires, de ce costume trop grand, et ça a mené aux écoutes de l'Élysée, ça a mené à d'autres scandales des mandats Mitterrand, mais effectivement, il n'y a eu aucun président qui a pu incarner la Ve République dans son esprit, tel qu'elle avait été conçue par le général, absolument. Alors des problèmes politiques, Idriss Aberkan, la France en rencontre de multiples depuis des décennies. Vous avez une recette miracle, vous, qui se décline assez simplement en 3 étapes. Expliquez-nous. Ah, donc vous parlez de voter, 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 j'imagine. C'est parce que en ce moment, avec le tour Super France dont on va reparler, j'espère, on parle aussi de 3 autres étapes pour créer de l'emploi. C'est un problème, une solution et la distribution de cette solution. Il n'y a pas d'autre moyen de créer des emplois. Mais effectivement, pour moi, tous les problèmes politiques de notre temps se résolvent en 3 étapes: voter, voter et voter. Aujourd'hui, on fait des paiements en ligne, c'est d'une grande simplicité. On a notre carte et c'est devenu même très difficile d'exercer sa citoyenneté dans la vie de tous les jours sans avoir une carte de crédit, sans avoir un moyen de débit ou de crédit. On peut le déplorer. Je déplore la disparition du cash sous certains aspects. Olivier Delamarche en parle beaucoup mieux que moi, notamment pour les plus pauvres. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas exprimer sa citoyenneté sans pouvoir payer en ligne. Bon, si on peut payer en ligne, on peut voter aussi avec Oui, la mais plus on grande voit bien simplicité. Idriss Aberkan qui a de plus en plus cet effet de l'abstention quand on demande aux Français de se rendre aux urnes. Et oui, mais c'est parce que face à tous les nouveaux moyens en fait, qui ont été déployés depuis 40 ans pour améliorer la vie des gens, le vote n'a que très peu évolué, voire pas du tout. Et donc, normalement, le vote est censé être quelque chose de pratique, puisque si on le rend difficile, si on le rendait difficile, ou si on le rend en tout cas fastidieux, on fait en quelque sorte la déclaration que le citoyen est l'obligé de l'État, que le peuple est l'obligé de l'exécutif. Et ça ne peut pas être possible, car le peuple est le seul souverain en France. Bien entendu, il est justiciable, bien entendu qu'il a des devoirs, évidemment, mais il a des devoirs de lui-même, pour lui-même, par lui-même. Et donc, les élections devraient être quelque chose de très facile, de très simple. Si on pouvait voter de chez soi, et on en a toutes les technologies aujourd'hui, eh bien, les Français seraient davantage politisés. Ils parleraient de la politique au bon moment, c'est-à-dire pas seulement dans des dîners ou dans des repas, mais au moment où il faut exprimer un vote. Et je pense que la France se porterait beaucoup mieux si son peuple votait plus souvent. Alors, on l'a vu à l'opposé de ce que cherche l'Union européenne, c'est-à-dire imposer un fédéralisme à tous les États membres. Vous, en tant que souverainiste, vous êtes pour ce que l'on appelle le localisme. Comment ça fonctionne? Oui, je suis déjà, soyons très clairs, pro-Frexit, ça je l'ai clairement déclaré et affirmé. Et j'aime beaucoup les travaux du statisticien et probabiliste américain Nassim Nicolas Taleb, qui dit que tout aspect de la vie politique doit toujours être accompagné d'une échelle. Par exemple,
on peut se déclarer communiste à l'échelle familiale. On est tous communistes à l'échelle familiale, c'est un fait. Je ne connais aucune famille qui n'essaye pas au maximum de répartir ses ressources de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. La Par contre, solidarité familiale. voilà, exactement, ça s'appelle tout simplement la solidarité familiale, absolument. Par contre, à chaque fois qu'on a essayé de faire passer à une plus grande échelle ce mécanisme, en passant en l'occurrence par un État centralisé dans le cadre de l'URSS, ça a donné des catastrophes humaines absolument majeures, et l'histoire nous l'a profondément démontré. Donc Nassim Nicolas Taleb dit « toute politique doit s'accompagner d'une échelle ». Et quand il y a des problèmes, il faut les munir de leur contexte et de leur échelle. Et c'est ce que font très bien les Suisses, encore une fois, avec leur principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité est vraiment très puissant. Alors il a des conséquences extraordinaires, puisqu'on n'a même pas de ministère de l'éducation nationale en Suisse. Ils ont un très bon système éducatif, ils ont les meilleures universités d'Europe continentale, c'est un fait. Les seuls qui les battent en Europe, ce sont les Britanniques, mais dans la capacité de production scientifique, ils ont les meilleures écoles polytechniques au monde, à savoir Zurich et Lausanne. Zurich où a étudié Einstein, excusez du peu. Et ils ont un très bon système éducatif, primaire aussi, primaire, secondaire, etc. Mais pas de Le principe de subsidiarité, rapidement, Idriss Aberkane, c'est donner la responsabilité d'un problème à l'échelon politique qui en est le plus proche, le plus rapproché. Tout à fait, oui, merci d'avoir fait cette précision, parce que justement en France, on nous l'a rarement expliqué ce que c'était que ce principe, alors que les Girondins le défendaient à la Révolution. Effectivement, donc l'expression même constitutionnelle du principe de subsidiarité, c'est l'initiative publique, si ma mémoire est bonne, l'initiative publique doit toujours être dévolue au plus petit maillon capable de résoudre le problème lui-même. Et donc ça protège effectivement les initiatives locales. Et puis ça crée une culture où en réalité on n'a plus besoin de voir le ministre à chaque fois qu'il y a un problème. Ça crée une culture de résolution locale du problème. Et le principe de subsidiarité, bien entendu, est quelque chose que l'Union européenne veut totalement abolir à l'échelle des nations et le prétendre à l'échelle des régions pour essayer d'affaiblir les nations, mais c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas, à aucun moment l'Union européenne ne veut un principe de subsidiarité. Il n'en parlerait que si ça pouvait aider les régions à déstabiliser les États, mais pas plus. Vous l'expliquiez, Idriss Aberkane, dans l'une de vos vidéos, vous êtes pour 3 échelons de pouvoir au maximum en France. Oui, tout à fait. Et là encore, comme l'expérience fédérale suisse, où bon, les Islandais ne sont que 300 000, donc 350 000, donc on ne va pas les citer, mais ils ont donc le communal, le cantonal et le fédéral, ou le national, on pourrait dire. Eh bien, nous, c'est pareil. On peut très bien avoir le communal, qu'on pourrait redéfinir peut-être à l'échelle de la communauté de communes, pourquoi pas. C'est quelque chose pour lequel il faut faire voter les Français. Mais communal, régional, national, ça me semble tout à fait bien dans le 21e siècle. Alors, en ce qui concerne les prises de position économiques, vous êtes un ancien partisan du libre-échange, Idriss Aberkane. Ma question, c'est comment vous y êtes venu et comment vous en êtes revenu? Mais c'est alors toujours de la même façon, d'un point de vue économique, je me situe, on pourrait dire je suis triangulé par 3 économistes que j'aime beaucoup, qui sont Olivier Delamarche, Philippe Murer et Gaël Giraud. Et dans les 3 cas, Gaël Giraud était effectivement un peu plus extrême dans certaines positions, mais c'est un financier très compétent. Et il y a évidemment certaines de ces positions sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors j'oubliais aussi de citer bien sûr Gunther Pauli qui parle des déchets comme opportunité, qui est un de mes mentors en l'occurrence. Donc ça vous donne un peu une idée de mon spectre, c'est-à-dire que je suis pour le libre-échange, notamment en matière intellectuelle, en matière d'idées, en matière d'échange d'étudiants. On sait que la Californie aujourd'hui a cette capacité de production de savoir, de brevets et d'entreprises innovantes, notamment parce qu'ils parviennent à attirer les meilleurs cerveaux du monde. Et ça, c'est quelque chose pour lequel la France a des compétences réelles. La France peut attirer les cerveaux du monde entier. Elle en a les moyens, elle a d'excellentes universités, etc. Et ce type de libre-échange-là, je continue bien entendu à le recommander. Mais encore une fois, pour avoir travaillé en Suisse, j'ai vu à quel point, en particulier le mass retail, ce qu'on appelle le mass retail, Alibaba, Amazon, pouvait détruire la vie de quartier. Et la vie de quartier, c'est un élément décisif du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, là aussi, c'est pas juste un mot qu'on agite, quoi. Comme le rappelle Charles Gave, pour Renan, la définition d'une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Et le vivre ensemble est une technologie politique sérieuse. Et malheureusement, on l'a beaucoup trop agité pour des raisons politiques, associatives ou autres, pour en faire une coquille vide.
Alors qu'au départ, le vivre ensemble est une force nationale sérieuse qui nécessite une économie saine, qui nécessite des modes de production, etc., qui ont été décidés collectivement. Et en Suisse, effectivement, on voit que cette vie de quartier est protégée par les barrières douanières qu'ils ont, tout simplement. Et moi, évidemment, les barrières douanières, étant quelqu'un qui voyage beaucoup, ça m'avait toujours ennuyé. Eh ben, je suis ravi de m'y plier maintenant. À chaque fois que je passe en Suisse, la dernière fois, j'ai acheté un appareil photo, j'ai payé ma taxe, j'étais fier de le faire en Suisse, parce que je comprends les conséquences que cela a. Et en réalité, toute forme de loi qui peut avoir cet effet, pas dire vexatoire, parce qu'en plus les douaniers suisses en l'occurrence sont particulièrement professionnels, et je ne vais pas dire gentils, mais professionnels. Ils savent être réservés, etc. Donc quand on connaît les conséquences de cela, eh bien effectivement oui, on ne peut que être pour un contrôle des frontières pour les échanges économiques. Alors, vous avez une conception un petit peu bizarre de la séparation des pouvoirs, Idriss Aberkan, au-dessus des pouvoirs exécutifs, législatifs et de l'institution judiciaire. Vous placez les pouvoirs médiatiques et monétaires. Expliquez-nous un petit peu. Alors, vous faites bien de citer effectivement cette conception que j'ai, mais ce n'est pas tant un manifeste philosophique, c'est plus, selon moi, une observation. C'est-à-dire que dans le rapport de force actuel, je ne pense pas qu'il faudrait constituer une nation où le pouvoir médiatique était au-dessus du pouvoir judiciaire, bien entendu que non. Mais dans le rapport de force actuel, le médiatique est au-dessus même de l'exécutif, puisqu'il peut le faire élire. Et on l'a vu, non seulement il peut le faire élire, mais il peut engendrer des présomptions de culpabilité. Et on l'a vu dans la façon dont Emmanuel Macron a pu disqualifier son opposant le plus dangereux, à savoir François Fillon. Et on l'a vu aussi donc, dernièrement avec les révélations des différentes influences du parquet, que le pouvoir médiatique, concrètement, dans une démocratie représentative, peut choisir le candidat. Ça a été aussi simple que cela. Le candidat qui passe le plus à la télévision va être élu, qui passe le plus, bien entendu, de façon positive. Et l'idéal est de mettre en face un candidat, ou en l'occurrence pour les élections une candidate, qui passe aussi à la télévision mais diabolisée, pour créer un effet de repoussoir. Et là, on peut contrôler les élections. Et le pouvoir médiatique en France arrive à contrôler les élections. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable, surtout quand on voit à qui appartient ce pouvoir médiatique. Le groupe Altis, par exemple, on ne peut absolument pas le déclarer comme un groupe français ou comme un groupe qui a l'intérêt français au cœur. Ce n'est pas le cas. Et quand ce groupe, avec l'Express, qui est donc sa branche hebdomadaire, avec Libération, qui est sa branche quotidienne, et avec BFM TV et RMC, qui sont ses branches radio-télévision, eh bien, on voit qu'il a ce groupe qui n'a encore une fois pas l'intérêt national au cœur, a un pouvoir d'influence bien trop grand sur les élections. Et sans ce groupe, soyons clairs, sans ce groupe, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu. On peut le dire de la façon la plus limpide possible. Ce groupe n'a pas été suffisant, mais il a été nécessaire. Est-ce que Emmanuel Macron a également pu compter lors de sa campagne sur le pouvoir monétaire que vous évoquiez? Et bien entendu, alors c'est une très belle transition, et merci de cette question qui s'enchaîne effectivement très bien avec la précédente, parce que effectivement, Emmanuel Macron est de formation banquier d'affaires, et ça, c'est le pouvoir monétaire. Aujourd'hui, la masse monétaire est produite par le monde bancaire, et en dernier recours, bien sûr, par les banques centrales. Et donc, ce pouvoir-là a des capacités d'acquisition de médias. Bourdieu en avait très bien parlé. Il disait les riches achètent les médias pour donner leur version du monde aux pauvres. Et effectivement, au-dessus du pouvoir médiatique, eh bien, nous avons aujourd'hui le pouvoir monétaire, qui peut détruire un pays, qui peut détruire des régions entières, et qui peut faire une guerre économique. Pardon ? Pire qu'une armée étrangère. Et oui, pire qu'une armée étrangère. Mais ça, déjà, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique l'avaient déjà compris. Ils avaient parfaitement compris que le pouvoir monétaire, ils s'étaient battus notamment pour cela. L'utilisation du dollar, leur propre monnaie, était un des grands enjeux de l'indépendance américaine, même si parmi les enjeux les plus obscurs et les plus, cela dit, sales, il y avait l'esclavage, comme l'a très bien aussi rappelé Pierre-Yves Rougiron. Mais effectivement, le dollar, la souveraineté monétaire, était un des plus grands enjeux de la guerre d'indépendance américaine. Donc ils ont fait la guerre pour ça de façon répétée. D'autres pays ont fait des guerres pour conquérir leur souveraineté monétaire. D'autres ont fait des guerres pour imposer leur monnaie à d'autres pays. C'était le cas de l'Empire britannique. Donc effectivement, une monnaie est beaucoup plus dangereuse qu'une armée pour détruire un pays. Est-ce que vous pensez que ces pouvoirs médiatiques et monétaires ont
intérêt à soutenir le président Macron lors de la prochaine campagne présidentielle, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'ils l'ont déjà lâché? C'est une très bonne question là aussi, parce que j'ai du mal à être déterminé à ce sujet. On a vu certains pouvoirs effectivement mettre des pics à Macron. En particulier, là aussi, c'est Pierre-Yves Rougeron qui l'avait relevé. Avant moi, Mathieu Pigasse a mis qui est banquier d'affaires, lui, hein, ancien de chez Lazare, et donc copropriétaire du Monde, en particulier avec Xavier Niel depuis la mort de Pierre Berger. Donc il y a un combat encore plus grand en ce moment entre Niel et Pigasse pour le contrôle du Monde et de l'Observateur. Et Pigasse a mis concrètement, hein, excusez-moi du terme, mais une cartouche à Macron. On ne peut pas être plus clair. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est une bride? Est-ce que c'est un rappel de bride? Ou est-ce que c'est un lâchage complet? Avant le remaniement gouvernemental, j'avais l'impression qu'on était en train de s'approcher du lâchage. Mais le remaniement gouvernemental me donne plutôt l'impression d'un rappel de bride. Est-ce que les crises à répétition sont, selon vous, on l'a vu avec les gilets jaunes, avec la crise des retraites, avec le Covid, est-ce que c'est la démonstration que les pouvoirs qui ont mis Macron au pouvoir l'ont lâché? Pour l'instant, ces manifestations viennent du bas, effectivement. Là aussi, par rapport à la réponse que j'ai donnée précédemment, je pense que ça donne l'opportunité aux pouvoirs qui ont mis Macron en place de lui faire un rappel de bride et un rappel de plus en plus ferme, donc d'augmenter leur pouvoir de négociation avec lui. Mais en même temps, effectivement, les pouvoirs qui ont mis Macron en place souhaitent la réforme des retraites, souhaitent la mise de la retraite des Français sous la gestion de BlackRock, etc. On l'a vu aussi dans la gestion sanitaire. Les pouvoirs qui ont mis Macron en place auraient souhaité, bien entendu, une plus grande bienveillance vis-à-vis de Gilead, enfin une bienveillance des faits, pas une bienveillance politique, puisqu'elle a été totale. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que ces syndicats d'intérêt, comme le dit très bien Jean Gabin dans Le Président d'Henri Verneuil, ces syndicats d'intérêt ne voient pas de meilleur candidat pour le moment et n'ont pas de meilleur candidat à proposer pour une alternance. Alors, ce candidat est déjà bien brûlé, effectivement, il est déjà bien esquinté par ses années de politique, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'ils aient une alternative à lui proposer. Bien entendu, comme vous le savez, dans ces cas-là, des gens se proposent. Alors, les gens qui peuvent se proposer comme alternative, ça pourrait être Bruno Le Maire, cela pourrait être Édouard Philippe, et cela pourrait être, pourquoi pas, Nicolas Sarkozy, qui pourrait envisager de revenir avec le blanc-seing des mêmes syndicats d'intérêt qui ont soutenu Emmanuel Macron. On l'a vu pendant la crise du Covid avec le confinement, Idriss Aberkane, le gouvernement a dû s'endetter massivement pour maintenir son économie à flot. Les économistes estiment que la dette publique atteindra 3 000 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, hein, début 2021, pardon. Pourquoi est-ce que vous contestez le caractère public de cette dette française? Eh bien, parce qu'elle n'a rien de public. C'est comme les Anglais disent, moniker. C'est une sorte d'étiquette qu'on lui a collée, qui n'est pas légitime. Et une dette, pour qu'elle soit publique, doit être du peuple, par le peuple, pour le peuple. J'ai vu, par exemple, l'expression d'une dette qui est publique. C'est la dette qui a servi à construire l'IHU de Marseille, que j'ai visité hier, et je me trouve à Marseille en ce moment. Et l'IHU de Marseille a été construit grâce à l'argent du grand emprunt. Ça, c'est de l'argent qui représente une dette publique, parce que c'est de l'argent du public, par le public, pour le public. Et donc ça mérite le statut de dette publique. Maintenant, il y a tout un tas d'autres aspects de la dette sur laquelle on a mis le mot public, où là, j'ai l'impression qu'il y a des piques-assiettes qui se sont invités dans l'addition. On est au restaurant, on m'apporte une addition pour des plats que je n'ai jamais vu passer, dont je ne sais même pas si la cuisine aurait pu les faire, et on me dit, voilà, vous devez 450 € au restaurant alors que vous avez commandé le menu à 25. Je dis, vous êtes gentil, moi je vous paye le menu à 25, le reste, vous voyez avec la personne qui a passé commande et ou la personne qui l'a consommé. Moi, en tout cas, je n'ai pas passé commande. Quel adjectif vous donneriez à cette dette alors si elle n'est pas publique? Pour moi, odieuse, clairement. Une dette odieuse. Peut-être même dans certaines de mes vidéos, j'ai dû utiliser d'autres termes. Mais là, comme ça, je dirais odieuse.
Je vous ai vu dans une récente vidéo, notamment sur Super France, qu'on évoquera tout à l'heure, qui est l'une de vos initiatives, évoquer avec Pierre-Yves Rougeron cette façon que la France aurait de se débarrasser de sa dette. Alors, faire défaut sur sa dette, négocier sa dette, faire un audit judiciaire ou alors tout simplement répudier sa dette. Est-ce qu'on peut répudier une dette sans craindre pour son épargne? Alors, ça dépend de quelle épargne on parle. Il est possible de garantir. Donc, concrètement, effectivement, cette dette a été titrisée, a été redistribuée dans tout un tas de comptes, notamment donc des livrets A, des assurances vie des Français, pour essayer de faire un chantage maximal, bien entendu, sur sa répudiation. Mais il est tout à fait possible, même en cas de répudiation ou en cas donc de conséquence d'un audit qui réduirait la valeur de cette dette, de garantir l'épargne des Français. C'est tout à fait possible, ne serait-ce qu'en nationalisant certaines infrastructures. On peut parler des autoroutes, on peut parler de la Française des Jeux, on peut parler d'aéroports de Paris. Il y a certains aspects de la création de richesse en France qui peuvent être récupérés et dont les livrets A ou les assurances vie peuvent récupérer des parts immédiatement suite à la répudiation d'une dette. On peut dire donc nous répudions notre dette, mais tous les livrets A, toutes les assurances vie vont être garantis sur les revenus futurs de ces infrastructures qui sont des machines à cash, dont bien entendu nous allons reprendre le contrôle. Cela va de soi. Des machines à cash en France, il y en a, et donner la garantie de ces machines à cash pour juste cette partie-là de la titrisation de la dette publique, bien entendu, juste cette partie-là, le livret A, les assurances vie et tout ce qui touche à l'épargne des Français, c'est possible. Pour le reste, vous savez, il n'y a pas plus cynique qu'un financier. Et un financier, il se prête pour prêter à un État qui n'a plus de dette. Et ça aussi, Charles Gave l'explique très bien. L'épouvantail du défaut sur la dette n'est que ça, un épouvantail. Dans le cas de l'Argentine, on nous agite l'Argentine comme épouvantail. Dans le cas de l'Argentine, c'était les fondamentaux économiques qui n'allaient pas. Et en plus, effectivement, l'Argentine a subi une campagne de guerre économique intense pour faire un exemple, parce que le but était de montrer vraiment de saigner à blanc un pays qui tenterait de faire défaut sur sa dette. Mais bon, l'Allemagne a fait défaut un très grand nombre de fois sur sa dette dans son histoire. Pierre-Yves Rougeron le rappelle bien. La France a moins fait défaut sur sa dette que l'Allemagne, je crois même que c'est 2 fois moins. Donc des économistes, aussi bien de gauche comme Jacques Sapir, que des économistes plutôt de droite comme Olivier Delamarche, peuvent effectivement souligner qu'il existe des moyens d'auditer et ou de faire défaut sur la dette, et qu'il existe une partie de la dette publique française qui est totalement virtuelle et qui plombe notre budget, parce qu'elle devient réelle quand elle plombe notre budget, quand elle nous empêche de construire des écoles, des hôpitaux, de rénover nos routes, de construire des ponts, elle devient réelle. Quand elle nous empêche de contrôler notre espace maritime et d'investir dedans avec toutes les richesses qui s'y trouvent, eh bien cette dette est réelle et elle grève, elle plombe la France. Bien entendu, il faut s'en débarrasser. Après ces questions de fond, Idriss Aberkane, je vous propose à présent de voir un petit peu l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Vous faites, Idriss Aberkane, de l'échec un véritable diplôme. Le gouvernement est-il sur la bonne voie avec son remaniement gouvernemental? Alors, effectivement, c'est une de mes phrases préférées, l'échec est un diplôme, et si vous n'avez pas ce diplôme, n'essayez pas d'entreprendre. Mais malheureusement, Macron n'avait pas connu l'échec de toute sa vie, et il n'est pas du tout disposé à en tirer les leçons. Donc l'échec est un diplôme si et seulement si on en tire les leçons, et si et seulement si on corrige à la volée. Quand on persévère, quand on persiste dans l'échec, et quand on persiste en fait dans le cap qui a conduit, dans les causes qui ont conduit à l'échec, ce n'est pas du tout un diplôme. Et je ne sais plus qui avait dit, si c'était Bossuet ou un autre penseur, qui disait que Dieu se rit des gens qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Et nous tous, les êtres humains, avons cette nature d'aimer certaines causes dont les conséquences ne seront pas dans notre intérêt. C'est valable aussi bien à l'échelle individuelle que collective. Mais un gouvernement, normalement, doit spécifiquement être bon dans ce domaine-là, être bon dans la capacité à identifier les causes des conséquences néfastes pour son pays. Ça devrait être même, à la limite, l'unique grande compétence d'un politicien. Ne pas faire cette erreur, qui est une erreur humaine naturelle, d'aimer des causes dont les conséquences sont dangereuses. Et par exemple, Abraham Lincoln, qui est mon politicien préféré, et qui est selon moi le plus grand politicien de tous les temps, était spécifiquement capable de faire cela, de trouver les causes des conséquences funestes de son pays.
Et donc, ce n'est évidemment pas le cas. Pour faire un contraste assez violent, j'ai cité Lincoln. Bon, Lincoln, Macron, voilà, ça vous donnera l'opinion que j'ai de la capacité du gouvernement à se remettre en question. Les Français, ces derniers temps, ont dû se rendre aux urnes pour élire leur maire. Les Verts ont-ils, selon vous, réussi leur coup, comme l'affirment beaucoup de médias? Ah oui, mais ça c'est vrai, les Verts sont un parti politique, c'est tout. Il faut arrêter de croire que ce sont des écologistes. C'est un parti politique avec un marché qui est conscient de la taille de son marché. Vous savez, c'est exactement comme toutes les marques alternatives au fast-food. Il y a des petites marques. Aux États-Unis, vous avez Wendy's Burger. À Wendy's Burger, ils sont parfaitement conscients du fait qu'ils n'arriveront jamais au niveau du numéro un. Mais ils savent aussi qu'ils ont un marché avec une certaine taille. Bon, bah, La République En Marche, c'est McDonald's, et les Verts, c'est Wendy's Burger. C'est tout. Il faut vraiment arrêter de croire qu'ils font de l'écologie. Leurs militants croient en l'écologie. Ça, je veux tout à fait bien le croire qu'ils croient en l'écologie. Mais quand on voit les magouilles qu'ils ont faites, ne serait-ce que du temps de l'élection où Eva Joly était candidate, bon, on a tout un tas d'éléments qui nous tendent à démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que Cécile Duflot avait fait un pacte avec François Hollande pour obtenir un ministère au cours même de ces élections. Et que dans ce pacte, bien évidemment, il devait y avoir l'éviction de Nicolas Hulot, qui était un candidat dangereux qui aurait pu faire perdre François Hollande en lui prenant des voix décisives au premier tour. Et ce genre de pacte, s'il a eu lieu pour les présidentielles, ne doutez pas une seule seconde de ce qu'il est tout le temps lieu dans les triangulaires typiques des municipales. Et pour Paris, c'est exactement ça qu'on a vu. Donc les Verts n'ont servi que comme cavalerie de Anne Hidalgo. C'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez pensé, Idriss Aberkane, ces dernières semaines, des revendications en France de la communauté noire après la mort de cet Afro-Américain lors de son interpellation, George Floyd? Bon, alors déjà, il n'y a pas de communauté noire en France, hein. Il y a un peuple français. Ce peuple est de toutes les couleurs, mais il y a un peuple français et c'est tout. Il n'y a pas de communauté noire. Donc des gens qui prétendent être les porte-parole de la communauté noire, ce sont des escrocs. Il y a pas, moi, par exemple, je suis d'origine algérienne. Si quelqu'un arrive en me disant la communauté d'origine algérienne a dit ça, je dirais qui? J'ai voté pour qui? Moi, vous ne me représentez pas, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Et donc, voilà, parmi tous les Afro-Européens qui ont la nationalité française, il y en a plein qui se sentent absolument pas concernés. C'est même pas il y en a plein, c'est la majorité se sent pas concernée par ce débat, par l'instrumentalisation qu'on en a faite, etc. Bon, il faut revenir effectivement sur cette histoire de George Floyd. D'abord, les deux personnes se connaissaient aux États-Unis. C'était un indicateur de police du policier qui l'a effectivement exécuté. Mais ce policier, il n'était pas policier, il faut arrêter. Vous savez qu'aux États-Unis, on n'a pas une formation policière aussi longue qu'en France. En France, en Scandinavie, en Suisse, pour être policier, c'est une formation précise. Aux États-Unis, vous avez des cas où quelqu'un peut avoir l'uniforme en 3 semaines ou 6 semaines. Donc, nécessairement, si vous mélangez ça au fait que oui, tout le monde est armé aux États-Unis, enfin, tout le monde, j'exagère, mais bon, concrètement, la probabilité, quand vous faites une arrestation, que quelqu'un sorte une arme à feu est clairement plus grande aux États-Unis. Vous mélangez ces deux éléments, des gens qui ne sont pas assez formés, et qui ne sont d'ailleurs pas assez payés, en l'occurrence pour les États-Unis, des gens qui ne sont pas assez formés, pas assez payés d'une part, et d'autre part, tout suspect, on va partir du principe qu'il a une arme à feu, bon, voire semi-automatique, voire automatique. Bon, à partir de là, ça vous donne, d'ailleurs, il existe un terme en statistique, ça s'appelle le micro-mort. Et un micro-mort, c'est une chance sur 1 million de mourir. Donc, par exemple, quand on traverse la rue, je ne sais plus combien de micro-morts ça fait, mais traverser la rue, sauter en parachute, etc., ça mesure votre risque de mourir en micro-mort. Eh bien, il est clair que pour un policier américain, une arrestation fait beaucoup, beaucoup plus de micro-morts que pour un policier français. La probabilité qu'a un policier américain de mourir quand il fait une arrestation est beaucoup plus grande que la probabilité qu'a un policier français de mourir quand il fait une arrestation. En conséquence de quoi, des événements à la George Floyd ne se passent absolument pas dans la même quantité par habitant en France qu'aux États-Unis. Les deux situations ne peuvent pas se comparer. Vraiment pas se comparer. Il est un fait qu'aux États-Unis, oui, il y a des bavures, j'aime pas ce terme, parce que quand quelqu'un meurt, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais il y en a eu partout. Il y en a eu avec des Blancs, il y en a eu avec des Noirs, il y en a eu partout, et c'est un problème d'ordre économique et sociopolitique. Les policiers ne sont pas assez formés aux États-Unis, ils ne sont pas assez payés,
Et bien entendu, bon, les Américains ont plus d'armes à feu. Ça, c'est dans leur constitution. Je ne vais pas en débattre. Les Suisses aussi ont plus d'armes à feu. Il n'y a pas de mort par balle en Suisse. Il y en a même moins qu'en France. Donc, pour moi, le débat est plus compliqué que ça. Mais donc voilà, personne ne peut revendiquer de représenter la communauté noire. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on met dans le même panier les Français antillais qui sont Français depuis 5 générations? Est-ce qu'on, voilà, c'est vraiment des termes qui ne me plaisent pas. Je crois que tout a été dit en France après cette crise du Covid. Idriss Aberkane, je crois qu'en Suisse, vous n'avez pas eu de confinement. Comment s'en sort le pays? Et oui, le pays s'en sort très bien. Et là aussi, merci d'amener cette question parce que Ueli Maurer, le président de la Confédération helvétique, qui n'a pas de statut exécutif particulier, vous savez qu'en Suisse, ce sont les 7 ministres, entre guillemets, qui gouvernent, à eux 7, et ils sont toujours en cohabitation. C'est même assez intéressant. C'est comme si vous aviez Quatennens et Philippot systématiquement au gouvernement, et en Suisse, ça marche très très bien. Ça les oblige à trouver un consensus ça vous donne bien, et d'ailleurs, une idée du souverainisme tel qu'il pourrait être, parce qu'en Suisse, c'est normal d'avoir l'équivalent de Quatennens et l'équivalent de Philippot au pouvoir, ensemble, et qui se mettent d'accord en utilisant l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation pour trouver des points d'agrément. Et les Suisses font systématiquement ça. Ueli Maurer, qui est plutôt libéral, lui, de politique, et même si il a mis des barrières douanières, ne vous inquiétez pas là-dessus, le libre-échange, c'est quand on gagne. Tous les pays qui ont imposé le libre-échange, c'est quand ils étaient gagnants. Bill Clinton était le grand chantre de la mondialisation quand c'était les États-Unis qui pouvaient gagner dans n'importe quelle compétition de libre-échange. Dès que la Chine a commencé à être meilleure qu'eux, ils ont remis, bien entendu, des barrières douanières. Donc Maurer a dit nous sommes plus forts parce que nous sommes seuls. Il a été très cash. Il est conscient tout de même de ce qu'il a un rôle diplomatique en tant que président de la Confédération et que donc ces déclarations pourraient créer un incident diplomatique, pourraient être reprises et elles ont été très claires. Donc j'encourage notre audience à regarder cette interview de Ueli Maurer qui vraiment a été clairissime, nous sommes plus forts parce que nous sommes seuls. On va passer à présent à votre initiative, j'en parlais tout à l'heure, Idriss Aberkane, Super France, proposition pour la France d'après. Qu'est-ce que c'est Super France? Alors, Super France, c'est un tour de France de l'emploi. Donc, il est organisé là aussi autour de 3 axes, l'emploi, l'emploi et l'emploi. On sort d'une crise majeure et en particulier, l'esprit de Super France, c'est de travailler notamment sur les déchets, les choses dont personne ne veut et d'en faire quelque chose que tout le monde veut. Donc, en fait, l'esprit de Super France, c'est l'esprit de Vespasien qui, quand Rome a brûlé, recrée de l'emploi avec l'urine. Il crée les fameuses Vespasiennes et il vend l'urine aux tanneurs et il fait de l'argent avec. Et c'est de là donc que vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » parce qu'il montre à son fils les recettes de la vente d'urine en une semaine. Il dit voilà, c'est de l'argent, ça n'a pas d'odeur. Et en France, il existe tout un tas de filières qui pourraient être développées, qui créeraient énormément d'emplois. Il est tout à fait possible d'avoir le plein emploi en France. Ce n'est pas un mythe. D'ailleurs, les Suisses, encore une fois, quand ils ont 3% de chômage, là, ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils lancent des plans immédiatement, dès qu'ils tombent autour des 3% de chômage, ils lancent immédiatement des plans pour augmenter l'emploi. Donc, il est possible en France d'avoir le plein emploi, c'est-à-dire autour de 2% de chômage ou moins, et notamment en s'intéressant aux filières déchets. Donc, c'est un tour de France girondin. On part de la périphérie. On va commencer à Mayenne, la ville, donc en Mayenne, et ensuite nous irons dans différentes villes plus ou moins grandes. On va quand même passer aussi par Bordeaux, par Marseille, etc. Mais le but est de créer un élan de création d'emplois de la périphérie. Donc chaque étape consistera en une conférence et ensuite des ateliers où on rencontrera les volontaires, donc des entrepreneurs, des financeurs et les élus. Alors Idriss Aberkane, je vous entendais à l'instant évoquer le parti des Girondins, cette formation révolutionnaire à laquelle Michel Onfray, le philosophe, est très attaché. Vous l'avez d'ailleurs interrogé lors de ce Super France, en tout cas avec un journaliste qui était à vos côtés. Pourquoi rejoignez-vous Michel Onfray dans sa nouvelle initiative avec la création de cette revue Front Populaire? Il faut être clair, pour moi, c'était le dernier arrêt avant la guerre civile, quoi. Avoir quelqu'un qui est un homme de gauche, Michel Onfray est proudhonien, donc ça va être impossible à ses détracteurs de déclarer
que c'est quelqu'un c'est un facho, quoi, comme ils aiment le dire, pour simplifier. C'est impossible. Intellectuellement, on a un proudhonien qui est militant de l'autogestion, donc qui est un grand spécialiste du mouvement coopératif, etc., mais aussi donc de la responsabilité individuelle, au-delà de ça. Moi-même, je suis plutôt libertaire, donc là, c'est ce qui nous raccorde avec l'aspect de Proudhon, mais moi-même, je suis plutôt de la nuance de la marche, donc je suis pour un secteur financier qui se porte bien en France et qui soit sain, et je suis pour, bien entendu, une économie entrepreneuriale en France, puisque pour moi, c'est l'ADN de la France, l'économie entrepreneuriale, ça a toujours été l'ADN de ce pays. Mais voilà sur les points sur lesquels on se rejoint. Bien entendu, un des facteurs décisifs, je ne vais pas vous le cacher, c'est que le professeur Raoult l'a rejoint. Je le croisais justement hier, comme ça, en coup de vent à Il est l'IHU. marseillais. Et voilà, il est marseillais. Et le fait qu'il l'ait rejoint, ça aussi, ça me dit quand même quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi intelligent et de sérieux que Raoult. Là, il y a quelque chose. Donc voilà, toute politique est quand même basée sur le consensus. Il faut systématiquement trouver des façons de s'entendre. Et le mouvement de Michel Onfray a cette capacité de vous réunir des gens pour qu'ils s'entendent. Et j'insiste, là où en France, tout de suite, les médias vont taxer ça de caricatures, hein, genre rouge-brun, etc., tous ces mots qui n'ont pas plus de sens aujourd'hui. En Suisse, c'est comme ça que la politique fonctionne. Vous avez tout le temps un Quatennens et un Philippot au gouvernement, et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir un gouvernement consensuel avec toutes les nuances de leur politique. On entend souvent Idriss Aberkan, le philosophe Michel Onfray, revendiquer son appartenance à la gauche. Est-ce que vous pensez qu'entretenir le clivage droite-gauche, c'est bon pour les souverainistes? Est-ce que, au fond, on doit apporter de l'importance au fait qu'un souverainiste est de gauche ou de droite? Pour moi, il ne faudrait absolument pas faire cela, effectivement. Moi, donc, je suis effectivement un souverainiste du centre droit, mais j'ai aucun problème à parler avec des souverainistes très nationalistes ou des souverainistes très à gauche. Et d'ailleurs, Pierre-Yves Rougeron le fait aussi très bien. C'est un excellent connaisseur de Marx, alors que c'est un souverainiste de droite. Je dis connaisseur, hein, il milite absolument pas pour que l'économie française bascule dans les recommandations du marxisme, qui ne reste qu'une philosophie et qui n'a pas d'application politique réelle dans l'histoire. Mais c'est possible de faire ces dialogues-là. Et ces dialogues-là, non seulement sont possibles, mais sont bons, sont bénéfiques. Et en réalité, ils représentent les meilleures heures de l'histoire de France. Que ce soit le CNR, que ce soit le gaullisme, qui en soi était dans une perspective d'ouverture beaucoup plus grande qu'on ne le croit. Je pense que la France a un pouvoir de consensus beaucoup plus grand et que le clivage, au contraire, affaiblit le souverainisme parce que lutter contre l'hydre de la Commission européenne ne pourra se faire qu'avec une union forte. Il n'est pas possible de lutter contre ces intérêts qui ont des finances illimitées, avec la Banque centrale, on le voit, des finances illimitées, des relais médiatiques aux ordres, et une force de frappe absolument majeure. On voit bien que sans avoir un front souverainiste uni, la bataille va être très difficile. Michel Onfray l'a souvent dit, Idriss Aberkan, il ne souhaite pas faire campagne pour la prochaine présidentielle. Est-ce que vous pensez néanmoins que son initiative Front Populaire pourra aider à faire émerger une personnalité pour la présidentielle? Alors, je l'espère. Je ne vais pas dire que je le pense pour l'instant, mais je l'espère. Il y a effectivement, parmi les personnes qui ont rejoint le Front Populaire, des présidentiables, je pense. Il y en a certains. Ou en tout cas des candidats sérieux avec un passé politique compétent et un plan pour la France. Et je pense que Michel Onfray ne veut pas être candidat, il l'a dit plusieurs fois. Cela peut être aussi une stratégie, pourquoi pas. Mais après tout, il n'a jamais été élu et donc c'est quelque chose peut-être qu'il n'a pas envie de faire, d'autant que la politique nécessite de prendre énormément de coups. Là, il en prend déjà beaucoup, mais la politique, c'est le degré maximum de la prise de coups. Donc, d'ailleurs, cela sélectionne les candidats qui savent le mieux encaisser. Le cas de Donald Trump aux États-Unis en est un très bon exemple. Maintenant, on est sélectionné sur sa capacité à encaisser. Auquel cas, je pense que pour l'instant, la revue Front Populaire est un très bon compendium de ce qui se fait dans le mouvement souverainiste. Qu'elle peut faire émerger des présidentiables? La réponse est oui.
Vous affirmez, Idriss Aberken, dans l'une de vos vidéos, que le pouvoir, ça se prend et que le peuple a intérêt à entrer en rapport de force avec l'exécutif. On a vu le mouvement des Gilets jaunes avoir beaucoup de mal à arriver à ses fins, notamment sur le RIC, qui n'a toujours pas été pris en cause, en compte. Comment vous pensez que le rapport de force doit être fait pour être pris en compte, pour être effectif? Le mouvement des Gilets jaunes a été fragilisé par le Covid en réalité, que le confinement a vraiment permis à Emmanuel Macron de ralentir les Gilets jaunes, voire même de les culpabiliser, puisqu'à partir de maintenant, à tout nouveau rassemblement, on pourra toujours dire que ce rassemblement est dangereux pour le public, en tout cas pour la santé publique. Et les Gilets jaunes se sont emparés des derniers lieux d'espace public où on pouvait avoir une démocratie à la grecque. Chez les Grecs, on avait le forum. Pour les Romains, d'ailleurs, l'empereur utilisait beaucoup le peuple comme contre-pouvoir au Sénat. C'était très important pour l'empereur d'avoir le soutien du peuple. C'est pour ça que les meilleurs empereurs ont construit des forats, que ce soit Trajan, etc., ou Auguste, qui a construit le premier grand forum. Selon sa fameuse phrase, j'ai trouvé une Rome de briques et j'ai laissé une Rome de marbre. Mais la Rome de marbre, c'était pas seulement le luxe, c'était aussi le forum avec le peuple qui vote. Les Gilets jaunes ont utilisé les ronds-points, comment dire, réquisitionné les ronds-points comme forum, mais les ronds-points ne sont pas au cœur de la ville. Et ils représentent même l'entrée de la ville en urbanisme en France. Donc ça n'a pas donné un élan suffisant à leur mouvement. Maintenant, est-ce qu'il faudrait qu'ils marchent de façon sérieuse sur une assemblée ou sur un point important de la vie politique française? Peut-être, si c'est la seule façon pour eux de se faire entendre. Leurs revendications n'ont pas été entendues. Et leurs revendications sont sérieuses. L'appauvrissement, les travailleurs pauvres, la hausse du prix de l'essence, alors que la mobilité est devenue de plus en plus vitale pour obtenir des emplois en France. On se retrouve à devoir faire, pour certains, jusqu'à 4 heures de route par jour, 2 heures aller, 2 heures retour. Ce sont des cas extrêmes, certes, mais ça arrive maintenant en France. Comment, dans ces conditions-là, ne pas écouter les revendications légitimes du peuple? Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a été vraiment méprisé par l'exécutif. On l'a bien compris, Idriss Aberkan, donc vous êtes souverainiste, vous êtes partisan d'une sortie de la France de l'Union européenne. Quel scénario est pour vous le plus probable aujourd'hui Pour quant à une moi, sortie de la France? alors il est vrai que mon ami Charles-Henri Gallois avait évoqué des scénarios en domino avec une sortie de l'Italie, une sortie de l'Espagne, une sortie de la France. Si la France voulait prendre un peu le leadership de la cause souverainiste en Europe, puisqu'après tout, les souverainistes s'entendent très bien entre eux. C'est ça qui est paradoxal. On nous vend beaucoup l'idée que cela amènerait la guerre et que les États s'entre-dévoreraient immédiatement s'ils devaient sortir de cette dictature. Il n'y a pas d'autre mot qu'est l'Union européenne. Eh bien, on observe que ce n'est pas du tout le cas et que les accords multilatéraux fonctionnent très bien et continuent à se mettre en place. Donc, moi, je recommanderais bien entendu une sortie à la britannique. La sortie que je recommanderais serait une sortie à la britannique, ça y est. Même pour les plus, comment dire, peureux en matière politique, on voit que c'est possible, on voit comment cela fonctionne, on pourrait tirer des leçons de la sortie britannique. Et je pense qu'une simple sortie à la britannique pourrait suffire à résoudre le problème. Mais il faudrait quand même un chef d'État qui nous propose de voter. Or, je ne vois pas Emmanuel Bien Macron entendu, voilà, lancer un évidemment. référendum sur le sujet. Et alors, effectivement, soit le peuple force un référendum, mais désolé d'être cynique, mais si on n'est pas parvenu à l'obtenir pour Aéroport de Paris, qui est quand même une cause importante, ça c'est clair, parce que c'est une machine à cash qu'on a privatisée n'importe comment. En soi, je ne suis pas opposé à certaines privatisations, mais là, ce n'était pas dans l'intérêt de l'État, ce n'était pas dans l'intérêt d'Aéroport de Paris, c'était dans l'intérêt uniquement des gens qui l'ont eu pour le prix ridicule auquel ils vont l'avoir. Mais ce n'était certainement pas dans l'intérêt du peuple. Donc pour un dossier aussi petit que la privatisation d'Aéroport de Paris, on n'est pas parvenu à obtenir un référendum. Est-ce qu'on y arrivera pour la sortie de l'Union européenne? Peut-être, peut-être. Parfois, si le dossier justement est plus grand, il peut avoir plus de chances de mobiliser les masses. Mais j'aimerais l'émergence d'un référendum d'initiative populaire sur la sortie de l'UE. Ça, je l'aimerais énormément. Mais en France, la Ve République nous a amené
à ne voter pour une idée que quand elle a un visage. C'est vrai. C'est quelque chose. Autant au Royaume-Uni, l'idée du Brexit avait deux visages, à savoir Farage et Johnson, et en fait plus que cela. Mais en France, on a une culture de ne pouvoir voter pour une idée que si elle a un visage. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Idriss Aberkane, quelle est votre actualité dans les prochains jours, les prochaines semaines? On l'a rapidement évoqué. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Alors, nous allons faire ce tour donc, pour Super France à partir du 20 juillet, où cela commencera en Mayenne. Le tour durera un peu moins d'un mois. Ensuite, nous en ferons probablement d'autres éditions, puisqu'on avait fait le plan de ce tour à cause de la carte du déconfinement en France. Donc, on évitait les zones rouges, alors que les zones rouges sont parmi les plus intéressées pour le tour Super France. Donc, on va certainement faire un nouveau tour Super France uniquement pour les zones rouges, le Grand Est notamment, le Nord et le Grand Est. Où il me semble important de véhiculer ce message. J'ai sorti récemment donc, un livre de poésie et de critique littéraire qui s'appelle I et qui est disponible chez Victor Lebrun. Et mon prochain livre sortira à la rentrée sur l'intelligence artificielle. Enfin, je suis en position maintenant, et je l'ai annoncé dans ma dernière grande vidéo sur ma chaîne, d'annoncer des résultats très intéressants en mathématiques, mais ça, c'est une autre histoire. Bah, écoutez, merci beaucoup Idriss Aberkane. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir ce prochain livre. On sera ravis avec Olivier Pichon de vous recevoir pour en parler. On aura également la chance de se reparler, je pense, à la rentrée avec l'évolution des événements qui va, je pense, se précipiter un petit peu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Quant aux téléspectateurs, je peux vous annoncer dès maintenant que la semaine prochaine, notre invité sera Philippe Murer. On parlera de transition écologique, vaste sujet. Merci, Idriss Aberkane. Je suis ravi que vous invitiez Philippe Murer, c'est vraiment un très grand monsieur, aussi bien en économie qu'en écologie. Je recommande bien entendu la lecture de son excellent ouvrage. Merci. Merci.